Et si la plus grande blessure de l'histoire n'était ni politique ni économique, mais le silence, imaginez des centaines de lettres écrites à la main par des soldats africains partis se battre lors des deux grandes guerres et de la guerre d'Algérie. Toutes ces lettres confiées à la poste militaire n'ont jamais traversé la mer pour rejoindre leur famille. Pendant plus de 80 ans, ces mots sont restés enfermés, étouffés par la peur d'une mémoire trop puissante pour l'Empire. Au fond d'un coffre oublié, sous la terre rouge du Burkina Faso, des chercheurs ont retrouvé ce trésor invisible, la voix de ceux que l'histoire officielle avait fait taire. Ces lettres inédites, jamais lues, jamais entendues, portaient un bien plus qu'un message. Elles portaient la vie, l'espoir, la tristesse et la dignité de toute une génération sacrifiée. Aujourd'hui, ce silence imposé se brise. La mémoire renaît, plus forte que l'oubli. Le monde découvre enfin la réalité de ces voix africaines refoulées et avec elles une possibilité de réparation intime, loin des tribunaux ou des discours politiques. Car écouter ces voix, c'est redonner une identité à ceux qu'on a effacés des livres et des souvenirs collectifs. Mais il y a un risque immense. Si nous n'écoutons pas ces lettres aujourd'hui, leur vérité pourrait s'éteindre à jamais, engloutie dans l'oubli comme tant d'autres histoires africaines. La dette de mémoire est immense. Il nous reste peu de temps pour honorer ces mots qui ont traversé le silence. Pour comprendre comment ce retour bouleverse tout un continent, il faut repartir au tout début, sous le soleil brûlant du Burkina Faso. Là-bas, un simple coup de pelle va réveiller la mémoire d'un peuple et initier un mouvement que rien ne pourra plus arrêter. Tout a commencé non pas par des explosions, mais par le bruit sourd de pelles heurtant du bois oublié, enfoui sous la terre rouge de Ouagadougou. Ce jour-là, des archéologues jeunes et déterminés ont déterré un coffre scellé, modeste en apparence, mais contenant le poids immense de la mémoire d'un continent. À l'intérieur, 200 lettres, écrites par des soldats africains lors des grandes guerres du XXe siècle, des mots jamais arrivés à destination, oubliés par l'histoire officielle. Ces lettres n'étaient on ne pas de simples témoignages. Chaque page révélait la souffrance silencieuse, l'espérance têtue et la complexité de la double identité vécue par ces hommes, à la fois soldats de fortune et fils d'Afrique. On y lisait la nostalgie des villages, la peur du front, la fierté d'avoir survécu, mais aussi le doute « Qui suis-je devenu, loin de ma terre et de mon nom ?» Lorsque le président Ibrahim Traoré apprit la nouvelle, il ne convoqua pas de conseil de ministres. Il se rendit seul sur les lieux, parcourant chaque lettre dans la pénombre d'une nuit qui effaçait les frontières entre passé et présent. À l'aube, il prit une décision inédite, publier ces lettres intégralement en ligne afin que leur voix ne soit plus jamais enterrée. Leur diffusion a provoqué une déflagration silencieuse. En quelques heures, 12 millions de lectures ont embrasé l'Afrique et sa diaspora, puis gagné les réseaux sociaux européens. Ce n'était pas la justice ou la vengeance que réclamèrent les lecteurs, mais quelque chose de plus universel, le droit de se souvenir, d'ouvrir enfin les portes verrouillées de la mémoire collective. Pour la première fois, la diaspora africaine a vu ses blessures reconnues sur la place publique. Les citoyens européens, bouleversés, ont partagé des photos de leurs aïeux, cherché à comprendre ce pan de l'histoire longtemps occulté. Les réactions ont afflué de Paris à Bamako, de Bruxelles jusqu'aux rues d'Abidjan. On nous a appris à oublier. Désormais, nous voulons nous souvenir. Refuser de saisir la portée de cette découverte, ce serait risquer de rester prisonnier d'une amnésie coloniale qui nie à chacun le droit de se construire sur la vérité. La mémoire, une fois libérée, ne demande ni réparation ni humiliation. Elle offre la possibilité de comprendre, de guérir et d'avancer ensemble. Mais pourquoi, au juste, ces lettres cachées ont-elles déclenché un tel séisme moral, aussi puissant de Dakar à Paris qu'à Ouagadougou ? Pour le comprendre, il faut plonger dans le contenu de ces lettres, entendre ce que ces soldats voulaient vraiment transmettre à travers les générations. Quand la voix des oubliés brise le silence, qui ose encore détourner le regard ? À Paris, la première réaction du gouvernement français tombe, glaciale et formelle. Les autorités se réfugient derrière des formules administratives, évoquant une simple vérification d'authenticité, tandis que, dans la rue, quelque chose bouillonne. Les discours officiels peinent à masquer la vague qui déferle. La société civile s'enflamme, laissant éclater une émotion longtemps contenue. En France, des descendants d'anciens combattants africains se lancent dans une quête impossible. Ils fouillent tiroirs et archives familiales, partagent sur les réseaux sociaux des photos sépia, des carnets jaunis à la recherche des familles de ceux dont les lettres refont surface. Pour la première fois, le nom d'un soldat disparu devient celui d'un grand-père, d'un oncle, d'un frère retrouvé par-delà les générations. Les universités s'organisent dans l'urgence. À la Sorbonne, à Dakar, à Ouagadougou,
Des étudiants traduisent à la chaîne chaque lettre pour les rendre accessibles à tous. Les musées ouvrent leurs portes à des expositions inédites, mêlant voix, photos, objets personnels. Des citoyens anonymes relayant chaque découverte, chaque nom, sur les forums et dans la presse. La mémoire endormie s'incarne soudain dans des gestes quotidiens. Mais alors que la mobilisation citoyenne explose, les paradoxes de la France officielle deviennent flagrants. Plusieurs ONG hexagonales, traditionnellement actives dans la mémoire coloniale, annoncent le gel de leur soutien, invoquant des risques géopolitiques. Pourtant, dans le même temps, les citoyens français et africains envoient dans le sang-froid des milliers de dons à des collectifs indépendants. Une marée de générosité contourne les blocages institutionnels. Ce ne sont plus les élites qui tiennent la mémoire, mais le peuple lui-même. À Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré prend une décision historique. Dans un discours bref, il ordonne la déclassification totale de toutes les archives relatives aux guerres coloniales. Un acte sans retour qui ouvre la voie à une transparence inédite. Les pages longtemps censurées de l'histoire africaine deviennent accessibles à tous, brisant le monopole du passé détenu par les puissances étrangères. Peu à peu, le conflit se déplace. Ce n'est plus une simple querelle d'historiens, mais un combat éthique. La souveraineté mémorielle des peuples africains s'oppose à la diplomatie de l'oubli entretenue par d'anciennes métropoles. Les médias s'en emparent, chacun défendant sa version, exposant la fracture qui sépare désormais les récits officiels et la conscience collective des nouvelles générations. Ignorer cette confrontation, c'est plus que manquer un rendez-vous avec l'histoire, c'est risquer de voir les blessures se rouvrir, d'abandonner la dignité des peuples à l'oubli et à la répétition des erreurs du passé. Chaque lettre lue, chaque nom redécouvert est un acte de réparation. Alors que les mots des soldats traversent la Méditerranée et que la vérité remonte à la surface, que se passe-t-il dans les cœurs, des deux côtés de l'océan? Un changement s'opère, silencieux mais irréversible. Mais au-delà du tumulte, comment ce réveil de la mémoire bouleverse-t-il la jeunesse africaine et européenne? Quels nouveaux liens naissent là où, hier encore, ne régnait que silence et oubli? Quand l'Afrique n'attend plus la permission de se souvenir, l'Europe peut-elle encore ignorer sa propre histoire? Voilà la question qui résonne sur deux continents, alors que la mémoire, longtemps enfouie, s'invite dans l'espace public, dans les foyers et jusque dans les salles de classe. Ce n'est plus un simple débat d'experts ou de dirigeants. La mémoire colonisée redevient l'affaire de toutes et de tous. Partout, une vague de réconciliation culturelle s'élève. Des expositions itinérantes dévoilent ces lettres retrouvées, des bourses encouragent la recherche sur les mémoires africaines et des associations lancent des initiatives inédites pour que le souvenir circule. À Dakar, Paris ou Ouagadougou, des universités créent auprès des programmes spécialisés, tandis que de grandes plateformes de streaming investissent dans des documentaires inédits, offrant à ces histoires oubliées une visibilité planétaire. La mémoire ne s'écrit plus seulement dans les livres, mais s'incarne dans des gestes du quotidien. Des familles enregistrent les récits de leurs grands-parents, des jeunes dessinent sur les murs des écoles les noms des soldats longtemps effacés. Dans les quartiers, anciens combattants et descendants se retrouvent pour partager les souvenirs, brisant le silence qui pesait depuis des générations. Ce mouvement ne se limite pas à une poignée de spécialistes. La mémoire devient vivante, humaine, partagée, accessible à tous. Elle cesse d'être la propriété des États ou des élites pour redevenir un pont entre générations et continents. Les réseaux sociaux, les podcasts, les festivals lui donnent une voix nouvelle et chacun peut désormais déposer son morceau d'histoire dans cette mosaïque collective. En Europe, ce retour de la mémoire force une remise en question profonde. Les descendants d'anciens soldats africains et européens se rencontrent non plus pour confronter des récits opposés, mais pour compléter ce qui a longtemps été mutilé ou nié. L'histoire cesse d'être un champ de bataille. Elle devient une rencontre, un dialogue entre héritiers, porteurs de blessures, mais aussi d'espoir. Pourtant, le risque est immense. Refuser de s'engager dans ce processus, c'est accepter que la mémoire demeure un terrain miné, une fracture jamais refermée. C'est risquer que les mêmes silences produisent, demain encore, la défiance, la honte ou la haine. Mais chaque initiative, chaque récit partagé est une chance de transformer la douleur héritée en force commune, de réparer une dignité longtemps piétinée. Alors, la mémoire libérée doit-elle seulement réparer le passé, ou peut-elle nous aider à réinventer l'avenir, ensemble? Car une fois ces vérités réveillées, se pose une ultime question. Que faire du pouvoir retrouvé de la mémoire? La suite, c'est le choix entre rester prisonnier du passé ou s'en servir pour bâtir un avenir commun. Quand un nom oublié renaît, c'est tout un peuple qui se relève.
Des mots endormis depuis des décennies jaillissent aujourd'hui dans la lumière. C'est l'initiative Les Lettres qui vivent. Chaque lettre retrouvée est remise à la famille, sans vengeance, sans excuse, simplement pour combler un silence imposé. Rien ne se négocie, tout se transmet, l'honneur rendu sans humiliation, la mémoire offerte sans compte à solder. En quelques mois, plus de 9000 documents ont été numérisés, au cœur d'un partenariat inédit avec l'UNESCO. Ce travail titanesque fait circuler la mémoire sur 2 continents, connectant Bamako à Bordeaux, Kigali à Marseille. La technologie devient le pont entre générations, continents et blessures longtemps murées. Des cérémonies réunissent désormais familles de soldats disparus, anciens combattants français et jeunes des 2 rives. Sous des arbres de la mémoire, en Afrique comme en Europe, on lit ces lettres à voix haute. Chacun reconnaît, parfois pour la première fois, la dignité de ceux dont le nom avait été effacé. Ce mouvement ne vit que par la générosité collective. Plus de 5 millions de dollars ont été collectés en 6 semaines, uniquement grâce à des dons publics. Ce n'est ni un budget d'État, ni une initiative privée, mais un élan populaire, porté par la conviction que la mémoire appartient à tous. Archéologues, historiens, enseignants et surtout les enfants participent activement à cette réappropriation. On voit des classes entières reconstituer les parcours de soldats à partir des lettres, des adolescents créer des expositions numériques, des familles écrire à leur tour pour transmettre ce qu'elles ont reçu. La mémoire devient vivante, non plus un fardeau, mais une force partagée. Ce retour de la dignité, cette réconciliation sans humiliation, marque une rupture profonde. L'histoire n'efface plus, elle élève. Mais ce renouveau reste fragile. Si l'on néglige la transmission, la mémoire peut redevenir une charge et l'élan se perdre dans le silence. La question n'est plus de savoir si la blessure est refermée, mais si la cicatrice peut inspirer. À l'aube du grand rassemblement, une interrogation persiste. La mémoire a-t-elle vraiment le pouvoir de guérir, ou est-elle simplement condamnée à survivre ? C'est dans la lumière de cette question que des milliers de familles s'apprêtent à se réunir, prêtes à écouter ce que les morts ont encore à dire aux vivants. Car la dernière étape n'est pas d'exhumer le passé, mais d'en faire une promesse pour l'avenir. L'histoire n'appartient pas aux empires, elle appartient à ceux qui osent se souvenir. Ce que nous venons de vivre n'est pas la fin d'un récit, mais le début d'un devoir. Aujourd'hui, chaque lettre retrouvée, chaque voix libérée nous interpelle. Allons-nous laisser la vérité mourir à notre porte, ou aurons-nous le courage d'être passeurs de mémoire ? Refuser d'entendre ces voix, c'est accepter que l'oubli s'installe, que la dignité s'efface. Mais accueillir ces souvenirs, c'est rendre justice sans juger, c'est penser sans humilier. Chacun peut devenir un veilleur, un relais vivant de cette mémoire retrouvée. Car la vraie force d'un peuple ne se mesure pas à la puissance de ses armes ou à la hauteur de ses monuments, mais à sa capacité de regarder son passé sans détour, d'écouter les mots étouffés, d'accueillir la douleur et la transformer en avenir. Ce pouvoir n'appartient à aucun gouvernement, il réside en nous tous. De l'archéologue qui a déterré la première lettre, jusqu'à l'étudiant qui la partage sur son téléphone, une chaîne invisible s'est tissée. Elle relie les continents, traverse les générations, invite chacun à refuser la fatalité de l'oubli. Car chaque souvenir libéré n'est pas une charge, c'est une chance, celle de façonner, ensemble, un avenir digne. Alors que ferons-nous de ce legs ? Laisserons-nous ces lettres reprendre la poussière, ou marcherons-nous avec elles vers une histoire enfin partagée ? Il suffit d'un geste. Raconter, transmettre, ne plus se taire. L'histoire attend. Et cette fois, elle écoute.